venait d'avoir 18 ans. Je sais bien que tu l'adores. Parole, 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 laissez-moi danser. Moi je veux mourir sur scène. Son petit iti biti tini wini, tout petit pitini, Gigi l'amoroso. Salamaya salama, rohna ugena de salama. Salamaya salama, rohna. 120 millions de disques vendus, un Oscar mondial, 55 disques d'or, 2 disques de platine et un disque de diamant. Pendant 3 décennies, Dalida a été l'une des plus grandes stars françaises. Mais 30 ans plus tard, ces disques continuent de se vendre par dizaines de milliers, y compris auprès des jeunes. Alors, Dalida serait-elle éternelle ? Son charisme n'explique pas tout. Créative et perfectionniste, Dalida a toujours su rester au top de la modernité. Et ce n'est pas un hasard si elle inspire encore tant de jeunes artistes. On veut d'écrire en histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser. Jeune encore, Bambino, bambino. pour jouer les amoureux. Et évidemment, à ma manière. Dalida avait tout pour elle, le talent, la beauté, l'intelligence, l'intuition. Mais elle n'a jamais trouvé le bonheur paisible dont elle aurait rêvé avec un homme et la sérénité à laquelle elle aspirait. Fatiguée de la vie, elle mettra fin à ses jours dans la nuit du 2 au 3 mai 1987, laissant des amis et des fans inconsolables et une phrase lapidaire « La vie m'est insupportable, pardonnez-moi ». Mais qui était réellement Dalida ? Dalida, c'était une star. Une star, ça brille, c'est inaccessible. C'est doué dans tout. Tout ce qu'elle touchait marchait. Elle peut avoir le côté flamboyant de Diana Ross et à la fois le côté mordant d'Edith Piaf. Elle savait bouger, quoi. Elle savait son corps, elle savait y faire. Donc oui, c'est une showgirl. Pour beaucoup de pays du monde, ça a été la femme, l'idole, l'icône absolue. C'est vraiment elle qui m'a donné envie de monter sur scène. Je pense que Dalida a la modernité d'une Madonna. Comment Yolanda la femme et Dalida l'artiste ont-elles cohabité entre gloire professionnelle et drame personnel ? Curieusement, c'est une femme double. Toute sa vie n'est qu'une succession de passions, de ruptures. Elle a eu beaucoup de chance pour son métier, mais pas de chance dans sa vie privée. Comment Dalida est-elle devenue cette icône éternelle et pourquoi fascine-t-elle toujours autant les nouvelles générations ? Pour moi, c'est une icône, c'est les paillettes et ses grands cheveux blancs. Moi, quand on dit Dalida, je vois une reine, quoi. Pour quelle raison, enfin, cette immense star adulée du public a-t-elle décidé de mettre fin à ses jours ? Ce monstre qu'elle a créé, ce monstre la dépasse. Et elle ne peut plus enrayer la machine. C'était une histoire absolument incroyable. C'est vraiment du romanesque. Mais voilà, c'est un destin hors du commun, bien sûr. Ses proches, des artistes qui ont partagé le quotidien de la star, des journalistes et des écrivains spécialisés, des chanteurs et des chanteuses d'hier, mais aussi d'aujourd'hui, ils nous disent tout sur Dalida. Dalida figure depuis près de 60 ans au panthéon de la chanson mondiale. Elle fait partie des artistes ayant vendu le plus d'albums au monde, un destin hors du commun qui a pris sa source non loin du Nil et qui illumine encore la vie de milliers de fans. Dalida est née Yolanda Gigliotti le 17 janvier 1933 au Caire en Égypte, dans le quartier populaire de Choubra. La mère de Dalida va épouser Pietro, son père, qui est violoniste et qui va devenir premier violon à l'Opéra du Caire. Donc, c'est quand même de la classe moyenne éduquée, et puisque lui, c'est un musicien classique. Et Dalida, on va l'envoyer au collège chez les sœurs. Si Dalida vit confortablement, son enfance sera marquée par 2 événements douloureux. Un strabisme qui la contraint à plusieurs opérations délicates et surtout, la mort de son père alors qu'elle n'a que 12 ans.
Ce qui me touche le plus chez Dalida, c'est son histoire, en fait. C'est pas une chanson, c'est pas un moment. Il y a des moments où on la voit, qui parle de son enfance, qui parle de sa famille, qui parle d'où elle vient. Il y a des gens comme ça, on a l'impression que malgré leur sourire et leur grâce, ils portent en eux une forme de mélancolie qui ne les quitte pas. À 18 ans, en feuilletant les magazines de mode, la jeune femme rêve du destin de ces mannequins et actrices qu'elle admire au fil des pages. Elle participe au concours de Miss Ondine et finit 2e. Quelque temps plus tard, elle remporte le titre de Miss Égypte, ce qui lui vaut de tenir quelques petits rôles au cinéma et de partir pour la France, où elle arrive le jour de Noël 1954. Yolanda a toujours été convaincue de son destin. Elle était déjà star avant de devenir Dalida. À Paris, elle n'a que 23 ans lorsqu'elle est remarquée dans une salle mythique qui aujourd'hui encore accueille les plus grands talents de la chanson, l'Olympia. Nous sommes en avril 1956. Grâce à un certain Bruno Cocatrix, le cinéma Olympia est redevenu un music-hall. De jeunes chanteurs viennent s'y produire dans Les numéros 1 de demain, un spectacle également diffusé en direct à la radio. Et ce jour-là, Dalida fait partie des candidats. Il y a un espèce de concours qui s'appelle Les numéros 1 de demain, où les débutants se présentent. Et puis, il y a des professionnels qui sont là. Donc, il y a Eddie Barclay, Bruno Cocatrix et Lucien Maurice, qui sont très amis. C'est les 3 hommes qui ont fait Dalida, qui lui ont permis en tout cas de franchir l'étape du succès. Et ces 3-là, un soir, se demandent s'ils vont à l'Olympia voir les numéros 1 de demain, où la jeune Dalida est une des candidates, ou s'ils vont aller au cinéma, alors ils mangent dans un resto juste à côté de l'Olympia, et puis finalement ils jouent la soirée au 4-21, et puis ils décident donc d'aller à l'Olympia. Les 3 hommes sont donc présents quand la jeune Dalida entre sur scène et lance les premières notes de sa chanson « Étrangère au paradis », le succès de Gloria Lasso. Elle met déjà beaucoup de feu dans sa façon de chanter, beaucoup d'émotion dans sa façon de chanter. Et là, Lucien Maurice dira d'elle, justement, j'ai rencontré quelqu'un avec un charisme hors pair. Il est totalement sous le charme de Dalida. Il la trouve belle, il la trouve subtile, il la trouve intelligente et il dit, elle, c'est une star. Et elle, qui est quand même assez maligne, sait qu'elle s'inscrit dans le désir de cette personne très puissante du métier. Les 3 hommes sont sous le charme et ils vont tout faire, chacun avec ses moyens, pour que cette jeune femme au drôle d'accent devienne une star. C'est vraiment une alliance entre les 3, parce qu'il y en a un qui va lui donner les ondes d'Europe 1, l'autre qui va lui donner sa maison de disques et l'autre qui va lui donner son théâtre. Et ça va être absolument révolutionnaire, puisque Dalida, quand elle va exploser, elle va bénéficier d'une technique de marketing qui n'existe pas jusqu'alors, qui est le matraquage. Et la chanson que va matraquer Lucien Maurice sur les ondes de sa radio vient tout droit d'Italie, le pays d'origine de la jeune Dalida. Elle raconte l'histoire d'un petit bambin amoureux. Les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, ne le garde pas pour toi. Va le dire à ta maman. Et les mamans, c'est fait pour ça. Bambino, j'adorais cette chanson et à chaque fois qu'on me demandait d'en pousser une, c'était Bambino. Donc pour moi, Dalida correspondait complètement à la chanteuse populaire. Une chanson comme Bambino ou Mourir sur scène ou des choses comme ça, vous les écoutez, moi ça prend pas une ride. C'est pour ça que souvent j'ai eu envie dans un album de reprendre une chanson de Dalida. Bambino est le premier succès de Dalida, vendu à plus de 300 000 exemplaires. Il lui vaut un disque d'or. Le premier d'une longue série pour la jeune artiste, qui se voit d'ailleurs affublée du titre honorifique de Miss 45 tours. Et Bambino est un succès colossal. Pourquoi ? Parce que c'est joyeux, c'est entraînant et ça la propulse.
En Égypte, au Caire, dans la ville natale de Dalida, toute la maison résonne aux airs de l'enfant du pays. Dalida se languit de revoir sa famille, mais elle a beaucoup trop à faire à Paris. La chanteuse multiplie les séances d'enregistrement en studio sous l'œil professionnel de Lucien Maurice. Le jeune producteur veut trouver au plus vite une nouvelle chanson susceptible de confirmer le talent de sa petite protégée qui visiblement ne le laisse pas indifférent. Après le succès de Bambino, Dalida enchaîne les 45 tours, bénéficiant toujours des bonnes ondes de Lucien Maurice et d'Europe 1, sur laquelle ses chansons sont diffusées toutes les heures. Le phénomène Dalida est en route et il a déjà dépassé les frontières. Et à l'époque, il faut imaginer qu'un disque, on en sort un tous les mois. Dalida, Johnny, etc., c'est un disque tous les mois et demi. Et sur un disque, c'est 4 titres. Donc chaque mois, c'est 4 titres nouveaux. Ce qui explique qu'entre 58 et 60, Dalida, elle enquille des dizaines et des dizaines de refrains. Et on est à la fin des années 50. C'est-à-dire qu'elle correspondait en plus au profil de chaque peuple, pour chaque pays. C'est très curieux, c'est-à-dire qu'elle arrivait avec ses nouveaux rythmes, avec cette nouvelle manière de chanter, avec cet accent incroyable dans la lignée de toutes ces Rena Ketty et de toutes ces autres chanteuses à accent qui étaient très à la mode à la fin des années 50. Et puis elle avait un charme exceptionnel. À Paris, alors que la jeune Brigitte Bardot enflamme la toile, Dalida, avec son nouveau succès, Gondolier, met le feu aux ondes. Alors que les années 50 touchent à leur fin, les deux jeunes femmes se partagent le cœur de dizaines de milliers de fans et dictent la mode et la tendance. Il y avait dans la rue 2 types de filles. Il y avait les fausses Bardot, les clones de Bardot et les clones de Dalida. Et les Bardot, elles étaient habillées à peu près pareil. Elles avaient des grands jupons, on la voit en couverture de Bambino comme ça, avec un grand jupon très large, une jupe avec des jupons en dessous, vous voyez. Et puis un haut qui est assez décolleté, comme ça, à la paysanne, si vous voulez. Dalida part alors en tournée avec une certaine Annie Cordy. Très vite, elles vont devenir les meilleures amies du monde. Avec Dali, on se comprenait très bien et elle était très traqueuse. Mais une fois sur scène, comme moi, une fois qu'on est sur scène, on oublie tout. On se dit, il faut y aller, ils sont là. On avait ça en commun, c'est qu'on était dans les coulisses. Et moi, j'en avais pas trop, j'avais une douzaine de bigoudis, mais là, on en avait au moins 30. Parce que alors on disait, ça va, oui, ça va. Les bigoudis, ça nous a rapprochés vraiment. Toute la fin des années 50, Dalida, elle va être dans cette mode de chansons latines. Elle va emprunter tous ses refrains au folklore de la Méditerranée. Donc, ça passe par l'Italie, l'Espagne, Israël, avec Inematov, Havana Gila, etc. La Grèce. Faut pas oublier que la Grèce est le pays triomphal en Europe en 60 avec les Enfants du Pirée. Donc Dalida chante les Enfants du Pirée. Donc c'est vraiment comme ça un coup de soleil. Mon Dieu que j'aime, c'est pas du bout du monde que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime, sous les bonnets oranges, tous les visages d'anges des enfants du Pirée. Alors Dalida a enregistré à peu près 1000 chansons en 10 langues et c'est vrai que ça touche multiples pays. Comme moi au fan club, j'ai beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Allemands, on a quelques Japonais et ça touche vraiment l'international. C'est une carrière qui est réellement internationale et qui prend de plus en plus d'ampleur. Dire que c'est grâce à elle que j'ai appris la langue française. J'ai jamais pris des cours, j'ai jamais rien fait. C'est que en écoutant ces chansons que j'ai appris la langue française. Voilà. Et après, je suis devenue fan de Paris également. Donc c'est pour ça que j'y suis venue. En 1961, la déferlante yéyé envahit les ondes. Dalida sent qu'elle doit absolument surfer sur cette nouvelle vague. Et quand il eut créé la terre, tout en faisant sa ronde, le Seigneur juge en homme qu'il manquait le minimum.
C'est très dur, la période yéyé pour elle, parce que c'est pas elle du tout, les yéyés. C'est quelque chose de très léger, de très charmant, sans profondeur, avec assez peu d'émotions. On a les Johnny, les Sylvie, les Sheila, France Gall, Hardy, etc. qui débarquent. Et là, Dalida, évidemment, elle prend un coup de vieux phénoménal. L'heure est plus à la roucoulerie, on veut des rythmes, on est sur les anglo-saxons et plus du tout sur la Méditerranée. Et là, Dalida est dans une période qui lui convient pas beaucoup, parce qu'alors, elle joue à faire yéyé, mais c'est un peu de l'artifice pour elle. Il n'empêche, même si Dalida joue, elle joue bien. Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer aux voisins. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi? Son petit itsy bitsy teeny weeny tout petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Un itsy bitsy teeny weeny tout petit bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois. Et Dalida, tout au long de sa vie, de sa carrière, elle a toujours tout assumé, qu'il soit ses choix de femme, que soit ses chansons. Et c'est vrai qu'elle a chanté des chansons comme Itsy Bitsy Bitsy Bikini. 1, 2, 3, voilà ce qui arrive. Parce qu'elle n'a jamais suivi la mode, elle l'a dévancée, qu'elle n'a jamais été demandée. Elle est toujours à la mode parce qu'elle ne suivait pas la mode. Le talent de Dalida, c'est d'être une visionnaire, c'est d'être en avance sur son temps. Elle était même en avance sur les modes. Lorsqu'elle chante Itsy Bitsy Bikini, en pleine période yéyé, elle est déjà en train de tester ce qu'elle va chanter après. Elle passait d'un registre à l'autre avec une aisance déconcertante. Je pense pas que c'était une suiveuse, c'était une faiseuse. Et en ça, forcément, elle était moderne. Son petit itsy bitsy teeny weeny tout petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Un itsy bitsy teeny weeny tout petit bikini. La jeune chanteuse a su prendre le virage avec talent et à propos. Si cette histoire vous amuse, on peut la recommencer. Si c'est pas drôle, je m'excuse. En tout cas, c'est terminé. C'est alors, après 4 années de relations amoureuses, que Lucien Maurice se décide enfin à faire le grand saut. Le mariage a lieu à Paris le 8 avril 1961, à la mairie du 16e arrondissement. Il y a une grande tension dans ce mariage. Je pense que, oui, c'est les mariages qui ont lieu trop tard, quand la fiancée a trop attendu. Et là, ils n'ont pas l'air gais, ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, Lucien Maurice, pour des raisons d'histoire familiale un peu terribles, n'est pas quelqu'un de gai, c'est quelqu'un de triste. Il faut toujours un dynamique à côté. Il faut un type gay à côté, il faut un type fantastique, il faut un type qui soit monté sur un ressort. Et je pense qu'il lui a manqué ça. Elle est mariée depuis quelques mois avec Lucien Maurice, et là, elle va rencontrer Jean Sobieski, qui est un jeune peintre issu d'une grande famille de l'aristocratie polonaise. Et donc, tout d'un coup, c'est la liberté qui s'offre à elle, et puis quelque chose qu'elle a toujours aimé, qui est le milieu artistique et intellectuel. Elle a toujours rêvé de ça, et avec Sobieski, elle a ça. Elle va quitter Lucien Maurice. Et là, c'est un scandale parisien épouvantable. Lucien Maurice est très aimé dans Paris, très respecté. Il a énormément de relations. Donc tout d'un coup, toute la presse va se retourner contre Dalida. Elle vit les choses et elle ne fait jamais les choses à moitié. Quand elle aime, elle aime. Quand elle aime pas, elle aime pas. Dalida, c'était ça. Au moment de la rupture, c'est un coup dur pour Lucien Maurice qui va vraiment décider de boycotter finalement Dalida et de ne plus passer les chansons de Dalida à l'antenne. Lucien Maurice a été un grand producteur, un grand directeur artistique et à la fois un mauvais mari dans le sens où il n'a pas su conjuguer les deux. Dalida, qui avait jusque-là refusé de passer à l'Olympia en vedette en disant qu'elle n'y était pas encore prête, décide alors de relever le défi de remplir la salle pour prouver aux médias qui la critiquent qu'elle est capable de gérer sa carrière toute seule et qu'elle reste Dalida, même sans Lucien Maurice. Et on la donne fichue. Et elle va triompher. Elle a tenu bon, elle savait qui elle était, elle savait ce qu'elle voulait. Et ça, c'est en ça que c'est un modèle de carrière. Je pense que Dalida
à la modernité d'une Madonna. C'est une prescriptrice. Et forcément, les prescripteurs sont modernes, voire même un peu en avance sur les autres. Et quand on regarde le travail qu'a fait Dalida, à l'époque où elle l'a fait, c'était une prescriptrice. Et aujourd'hui, elle continuerait à l'être. Donc, elle serait déjà devant ce que nous, on est en train de faire en ce moment. Alors, elle serait ce genre de modèle, de maître à penser pour la jeune génération. Mais la vie privée de Dalida n'est pas au diapason de ses succès. Sa relation avec Jean Sobieski s'achève au bout d'1 an. Pour cette amoureuse passionnée, le bonheur est un horizon qui s'éloigne sans cesse. Alors, il est évident que dans la vie de Dalida, il y a un avant 67 et un après 67. En octobre 1966, Dalida reçoit à dîner 2 représentants de sa maison de disques qui insistent pour qu'elle parraine au célèbre festival de San Remo, une sorte de concurrent de l'Eurovision, un jeune chanteur prometteur, Luigi Tenco. Quand on amène Tenco à Paris pour qu'ils se rencontrent, qu'il vient rue d'Orchamps, dîner rue d'Orchamps, tout de suite il y a quelque chose entre eux, donc elle va accepter. Et Tenco aussi va accepter, parce que Tenco au départ il est très réticent. Il comprend bien que San Remo c'est pas du tout son genre. San Remo, c'est difficile d'imaginer ce que c'est en France maintenant. C'était un truc, le gars qui avait réussi San Remo, son année était assurée, quoi. Le chanteur qui avait réussi à San Remo d'aller en finale et d'avoir un bon classement, son année était assurée de succès, quoi. Celui qui n'allait pas en finale, ben c'était peut-être la fin de sa carrière carrément, quoi. Le 26 janvier 1967, c'est le grand soir. Quelque temps auparavant, dans le plus grand secret, Dalida et Luigi ont entamé une relation amoureuse. Dalida est donc très heureuse d'être présente pour soutenir son jeune amant, mais Luigi, lui, personnage sombre et torturé, n'est pas à son aise. Et là, il a l'impression d'aller se prostituer pour rien, pour un désastre. Rongé par une angoisse indescriptible et abruti par l'alcool, Luigi se lance dans l'arène pour interpréter sa chanson « Ciao, amore, ciao ». Mais le jeune homme manque de conviction, il n'arrive pas à convaincre le public italien et le festival de San Remo s'achève pour lui à sa sortie de scène. La journée se termine autour d'un dîner avec les participants du festival. Dalida s'y rend toute seule car Luigi est retourné à l'hôtel, dépité. Il y a un grand dîner, elle c'est une grande professionnelle, donc elle se dit il faut que je reste au dîner. Et pendant ce temps-là, il va se suicider. Et quand elle a un pressentiment au cours du dîner, quelque chose ne tourne pas rond et qu'elle se précipite à l'hôtel, c'est trop tard, elle le découvre, il y a du sang partout, c'est horrible. Tout le monde était catastrophé, tout le monde était en larmes parce que Luigi Tenco s'était suicidé. C'est un tournant dans sa vie personnelle, mais qui va devenir un pivot dans sa vie artistique. Le suicide de Luigi a complètement anéanti Dalida. De retour à Paris, elle vit recluse dans sa maison de Montmartre. Cependant, elle accepte l'invitation de Guy Lux à participer le 16 février 1967 au palmarès de la chanson pour chanter « Ciao, amore, ciao », le titre de son amant décédé. Nous sommes 2 ombres et de solitude, un grand amour sombre dans les habitudes, et l'on ose à peine rompre les silences. Elle va aller chanter ça parce que ce qu'elle veut faire, c'est venger Tenco. C'est-à-dire, le public italien n'a pas voulu lui, et elle a l'idée qu'une fois Tenco mort, elle fera de Tenco la star qu'elle n'a pas pu faire de lui de son vivant. J'ai besoin d'autre chose que d'un chat qui ronronne. C'est ça, l'artiste. C'est une réponse sociale à une douleur asociale. En fait, à l'intérieur d'elle-même, elle souffre. Elle souffrait terriblement. Mais Dalida n'en peut plus de souffrir du manque de son bien-aimé. À bout de force, elle ne voit qu'une solution, rejoindre Luigi dans la mort. Quand
votre partenaire dans la chanson se suicide quelques heures après avoir chanté la même chanson que vous, juste à côté, c'est quand même difficile à supporter, quoi. C'est une véritable artiste, avec tout ce que ça comporte, avec les excès que ça comporte, avec la tristesse que ça comporte. Elle n'est jamais dans la demi-mesure. Et c'est peut-être ça le drame de Dalida, c'est qu'elle ne perçoit pas les dangers. Après 5 jours de coma, Dalida refait surface. Elle doit annuler ses engagements professionnels qu'elle avait pris avant le drame et se prépare à vivre 4 longues années d'hiver. Et je me rappelle que cette année-là, comme elle avait signé pour le podium d'Europe 1, la tournée d'Europe numéro 1, une énorme tournée qui incluait 100 dates, je sais pas quoi, un truc immense, quoi. Et bien tout d'un coup, Europe 1 n'avait plus personne sur son podium. Et ils ont demandé à tous les artistes, en quelque sorte, de se dévouer, de venir remplacer, quoi. Donc on a cherché tous ceux qu'on avait comme date libre dans l'été. Et moi, je me rappelle avoir fait 2 ou 3 dates comme ça pour dépanner Europe 1. Après sa tentative de suicide de 1967, elle vit une véritable remise en question d'elle-même. Elle essaye de comprendre son rapport avec le monde. Et c'est ça, en fait, qui va complètement changer dans sa vie, c'est que, contrairement à ce qu'on pouvait croire d'elle, ce n'était pas quelqu'un de léger, de frivole, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, de réfléchi. Je pense qu'à un moment donné, dans sa carrière, ces histoires d'amour, ces histoires tragiques, ont peut-être pris trop de place par rapport à l'artiste. Voyez-vous, Dalida, dans la mesure où nous racontions avec vous Dalida d'hier et d'aujourd'hui, il nous semblait difficile de passer cette chanson-là sous silence. Est-ce que vous voulez que nous supprimions ce passage de l'émission? Non, pourquoi? C'est quelque chose qui existe, pourquoi le supprimer? Au contraire, il y a des choses qui vous enrichissent beaucoup. On arrive à penser que la souffrance qui ne souffre pas n'apprend pas, donc des fois elle est nécessaire. En 1969, Dalida reprend petit à petit goût à la vie. En pleine reconstruction, elle va faire une rencontre qui va la mener sur les chemins de la sagesse. Elle est dans une situation précaire, mais elle fait un travail sur elle-même. Un travail d'humilité. Elle revient à la base, elle revient à elle-même. Elle est très croyante, Dalida. Elle a été élevée très catholique. Sa mère l'a mise sous la protection de Thérèse de Lisieux. Et elle est persuadée qu'il y a une vie après la mort, et elle est persuadée que de là où il est, Tenco communique avec elle. Et donc, dès ce moment-là, elle a une quête spirituelle, puisqu'elle se dit qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et ça, c'est une interrogation qui restera jusqu'à la fin. Elle ne comprend pas pourquoi elle est sur Terre. Comment se fait-il que j'ai tout et qu'en même temps j'ai l'impression que j'ai rien? Parce que la star après spectacle, c'était le problème de Dalida. Elle chantait, elle chantait dans une ville de province, adoration absolue du public, et là, elle est toute seule dans sa chambre, c'est un peu sinistre, il est très difficile de redescendre après tout ce qu'on a donné dans un spectacle, c'est pour ça que beaucoup de stars se droguent après. Bon. Et là, tout d'un coup, la solitude lui tombe dessus, et qu'est-ce que je fais là? Donc il y a cette idée, j'ai tout, mais en même temps, j'ai rien. En septembre 70 survient une nouvelle tragédie. Lucien Maurice, son ex-mari, se donne la mort. Effondrée, Dalida se plonge totalement dans sa quête spirituelle. Elle lit Freud, Teilhard de Chardin, mais aussi un certain Arnaud Desjardins. Elle décide un soir d'aller à une conférence que donne Arnaud Desjardins. Il est séduisant, mais il est surtout très charismatique. Elle l'entend parler de la vie, de l'amour, comment gérer son destin, comment suivre son chemin. Elle entend qu'il dit on ne doit pas tomber amoureux, on doit s'élever amoureux. C'est une phrase comme ça qui lui ouvre des perspectives. Le beau Desjardins a plusieurs cordes à son arc. Il anime également une émission, L'invité du dimanche, où il accueille Dalida pour un entretien hautement philosophique. Est-ce que vous êtes d'accord que vous cherchez quelque chose? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je cherche quelque chose. Qu'est-ce que vous cherchez? Eh bien, je crois que pour moi, la chose la plus importante, c'est l'amour. Et est-ce que cette façon que vous avez de voir les choses, maintenant, aujourd'hui, vous l'avez eue toujours? Ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un changement dans votre existence à un moment ou à un autre? Non, je ne l'ai pas eu toujours. Il y a eu un changement, j'ai eu un choc, mais ça a été toujours la même chose. C'est un choc d'amour aussi.
Vous voulez dire, et ça tous les spectateurs s'en souviennent, quand vous avez voulu mourir et qu'heureusement, après 5 jours dans le coma, vous êtes revenu à la vie, qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là que c'est opéré, cette transformation. Absolument, je me suis demandé le pourquoi, le comment de tout ce qui m'arrivait. Et finalement, je me suis aperçue, voilà, oui, la recherche aussi, c'est que mon âme, finalement, je la connaissais absolument pas. C'était ça, Desjardins. Et Dalida était perdue à ce moment-là, donc elle avait besoin d'un maître spirituel, et il va être ça pour elle. En même temps, il sera son amant. À cette époque, Dalida part régulièrement se ressourcer pendant de longues semaines en Inde auprès du célèbre gourou Swami. Elle se repose et s'interroge sur son avenir en suivant l'enseignement du maître. Mais un jour, le gourou lui demande de pouvoir écouter ses chansons. Alors elle lui fait écouter ses chansons, et puis il écoute, et puis il sent le charisme, la vibration comme ça du personnage. Et au moment où elle a envie d'arrêter sa carrière, de prendre d'autres chemins, il lui dit « Mais ton chemin, c'est ça, c'est donner du bonheur aux gens, c'est chanter, parce que c'est ta façon d'élever les autres et de les porter vers des chemins de vérité. » Et ça, ce sont des voyages en Inde qui vont véritablement changer sa vie. Du coup, l'affaire Desjardins tombe à l'eau, en quelque sorte. Elle va quitter Desjardins va fonder son ashram, finalement elle restera avec sa femme. La parenthèse Desjardins aura duré 2 ans. Dalida retourne à sa vraie passion, la chanson. La période qu'elle préfère de sa carrière, c'est vraiment la période Madone, pendant sa quête spirituelle, la robe blanche, sobre devant son micro, où elle chante « Je suis malade », avec le temps, pour ne pas vivre seule. C'est ça qu'elle préfère, c'est cette chanteuse grave qui chante les poètes. Lorsqu'elle incarne Ferré, Brel ou Lama, Je suis malade, elle donne une dimension supérieure à la chanson. Elle sublime la chanson. Je suis malade. Est-ce que vous avez l'impression d'être toujours la chanteuse populaire qui peut toucher l'âme des gens comme ça directement, ou d'être devenue une grande dame un peu inaccessible? On a parfois l'impression qu'on veut vous faire jouer un peu ce rôle-là. Ah non, 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 je n'aime pas jouer les rôles, je n'aime pas les masques d'ailleurs dans une chanson, je le dis bien. Je ne pense pas à cette image de marque parce que j'ai toujours été près de mon public et je crois que le public, il peut très bien évoluer. Ça dépend de ce qu'on lui donne, il faut le former, il faut l'informer. Et j'étais une chanteuse populaire, je suis encore une chanteuse populaire et je m'en flatte, je suis très très contente. Et même si je chante des chansons qui ont des textes qui sont beaucoup plus forts qu'il y a quelques années, ce n'est pas pour cela que je suis loin des cœurs des gens, au contraire. Ne lui dis pas, quand tu le verras, que j'ai tant pleuré quand il m'a quitté. Ne lui dis pas, quand il lui parle de moi, que je lisais chaque jour ces quelques mots d'amour qu'il m'envoyait toujours. Ne lui dis pas, à chaque anniversaire, ne lui dis pas, sous la neige en hiver, ne lui dis pas, j'ai couru 1000 fois, croyant qu'il est... Les années 70 démontrent que Dalida est une artiste aussi intelligente que populaire, dotée d'une intuition exceptionnelle. Elle va enregistrer des tubes planétaires, Gigi Lamoroso qui détrône le record de vente de Frank Sinatra, il venait d'avoir 18 ans, ou encore un duo très original avec son ami de toujours, Alain Delon, Parole, Parole. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau, bien trop beau. C'était toujours ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves,
Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbons et chocolat. Par moment, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Juste une parole, oh. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Je t'en prie. Je te jure. Quanto sei bella, non è possibile. Io ti voglio bene. Est-ce que t'es belle? Que tu es belle. Que tu es belle, belle, belle. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Là, 74, la même année, sur le même disque, face A, face B, Gigi Lamoroso, il venait d'avoir 18 ans. Donc là, on est dans la mythologie d'Alida absolue. Il venait d'avoir 18 ans, il était comme un enfant, fort comme un homme. 18 ans, oui, ça c'était une très belle chanson, elle l'interprétait magnifiquement bien. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça l'a fait rire. Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Il m'a dit, j'ai envie de toi, il avait vu au cinéma le blé en herbe. Il venait d'avoir 18 ans. C'est une chanson qui a été écrite par Pascal Sevran et son compagnon de l'époque, Pascal Auria. Et Pascal Sevran était ami avec Dalida et un jour, il lui fait écouter une chanson, mais il lui dit « Oh, mais ça c'est pas pour toi. » Presque insolent de certitude. On en a une autre qu'on vient de terminer, mais elle n'est pas du tout pour toi. On te Ah la bon montre parce que... Ah non. Mais Enfin, moi, j'adore Attends. quand on dit que ce n'est pas pour moi. On dit que c'est pas pour toi. En vérité, on voudrait que ce soit pour toi. On te la montre quand même parce que c'est vraiment notre enfant chéri. Bon, alors. Je suis un peu enrhumé, je vais pas t'imiter. Tiens. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant. C'est joli la mélodie aussi. Mais dis-moi, tu t'es dépassé, Pascal. Il m'a dit, c'était pas si mal avec la candeur infernale de sa jeunesse. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Par habitude, j'avais oublié simplement que j'avais deux fois 18 ans. Et tout de suite, elle va craquer pour cette chanson parce qu'elle se rend compte que l'histoire est forte, que le scénario du texte est original. Et cette chanson qui n'était pas pour elle, c'est celle qu'elle va garder. Pour l'époque, elle était vraiment osée, quoi.
Ben oui, c'était la cougar de l'époque, tu te dis waouh. C'était un thème qui n'avait jamais été exploité en chanson. Enfin voilà, je trouvais que c'était vraiment osé. On peut dire que c'est ses plus belles années de femme parce qu'elle va rencontrer Richard Saint-Germain. C'est en 1972 que Dalida a fait la connaissance de Richard Chanfray, qui se fait appeler le comte de Saint-Germain. Elle vivra avec lui pendant 9 ans. Voilà, alors c'est une espèce de médium, si vous voulez. C'est un personnage parisien en même temps. Quand elle le rencontre, il est lancé. C'est un très bel homme. Et elle va tomber amoureuse de lui et ça va être absolument réciproque. Il va la rendre heureuse comme femme. Comme aucun homme apparemment ne l'a rendue heureuse. J'essaie de faire la synthèse entre ma vie de femme et ma vie de chanteuse. S'il n'y a pas cette synthèse, il y a un côté qui manque. C'est une chose que j'essaie depuis longtemps de faire et je pense y être arrivée à 80%. Moi j'ai le cœur un peu fleur bleue, des mots de même si l'on veut. Je n'y peux rien. Je dîne dans un bistrot. Daniel. L'amitié nous sert de Il était dans le double. Et je suis bien un chandelier sur un coin de table, un feu de bois, deux ombres et du vent. Un homme, une femme, heureux d'être ensemble, en écoutant Mozart doucement. Et de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Avec des mots, des regrets, des gestes, on parle du temps et de la vie. Et de cigarette en cigarette, le feu s'éteint, un dernier whisky. Et de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et de l'amour, de l'amour, de l'amour. Avec Richard, elle goûte enfin à ce bonheur paisible auquel elle aspirait, dans sa maison à Montmartre. Regardez Paris, c'est merveilleux, on voit tout aujourd'hui. J'aime cette maison d'abord parce qu'elle est située dans un quartier qui est très calme et je ne peux pas supporter le bruit. Ensuite, je n'ai pas de vis-à-vis, ce qui est merveilleux, ça donne une impression de liberté chez soi. Ensuite, il y a du soleil, c'est en plein sud. Alors vraiment, il y a trois choses que je pense aujourd'hui, à notre époque. C'est le vrai luxe, c'est le calme, le soleil. Et ne pas avoir de vis-à-vis, c'est très important aussi. Aujourd'hui, les uns vivent sur les autres, c'est surpeuplé. Et je m'estime très, très heureuse de cela. Elle dit toujours que ça a été une histoire d'amour compliquée, mais c'est aussi l'histoire d'amour durant laquelle elle va faire les plus grandes choses et où elle va avoir les plus gros succès discographiques. Donc c'est une période très forte. Dalida a toujours su devancer les tendances. La preuve, en 1975, avec son frère Orlando, ils ont l'idée d'importer en France le disco. Avec ses chorégraphies, avec ses danseurs, avec ses belles tenues à paillettes. Ouais. C'est Dalida, quand tu dis disco, tu penses à un moment donné à Dalida, c'est obligé. La période disco pour Dalida est très importante parce que c'est un pot pourri de tout l'ensemble de sa carrière. Parce qu'elle peut à la fois chanter, elle peut à la fois danser, elle peut à la fois propager de la joie, de l'amour. La période disco est une période assez heureuse. Aux rues des favelas, à Rio, au Brésil, à Rio de Janeiro. Cavaquinho, marimba et samba, je vais suivre les bongos, pas à pas, maginoire et macumba, on sorcelle moi, j'ai le cœur qui bat, oui. Je suis toutes les femmes, je chante, je danse, c'est tout un programme. Je suis sentimentale et parfois femme fatale aussi. Que l'on me pardonne, que l'on me condamne, quand mon cœur s'enflamme devant les projecteurs qui me visent en plein cœur chaque nuit. Je suis toutes les femmes, je chante, je danse, c'est tout un programme. Je suis reine
les chansons à travers les saisons de ma vie. Je suis toutes les femmes, j'aime les paillettes, les strass, les télégrammes, les soirées de première, puis la une et la der aussi. Et ma vie de star finit dans le noir. Quand les lumières s'éteignent, le silence règne dans la nuit. Pour la première fois en France, c'est Dalida, complice bien sûr, sous la houlette d'Orlando, qui a eu l'idée, à partir de 1975, de lui faire réenregistrer des vieilles chansons françaises, et je pense à J'attendrai, pour la mettre en sauce disco. J'ai à côté de moi mon frère qui me soulage énormément, qui s'occupe de la promotion, qu'il me connaît tellement bien, il y a une identification tellement grande qui fait qu'il sait exactement parfois ce que je pense, ce que je veux. Alors il me soulage énormément et quand on lui apporte une chanson. Une fois on a fait un pari, on s'est dit voilà tant de chansons et je vais choisir et tu vas choisir sans me le dire. Et nous sommes tombés exactement sur les mêmes chansons. Il me connaît tellement bien que c'est formidable. Ah, pour moi, c'est une chance extraordinaire d'être né dans une famille avec un frère pareil, car j'estime qu'il est pour beaucoup dans la longévité de ma carrière, parce que je pense que même si on a du talent, même si on a de la volonté, il est très important pour les artistes d'avoir autour d'eux et autour de nous, avoir quelqu'un qui nous aime et une famille. C'est très important. Nous sommes en France, en tout cas, Dalida et moi-même, puisque ça a été mon idée, avec la reprise de J'attendrai, d'Irina qui était à l'époque, à faire le premier disco français. Je ne dis pas pour ça qu'on a inventé le disco, mais en tout cas, en France, on a été les premiers, on n'a qu'à se tenir aux dates. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai ton retour, j'attendrai, car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur si lourd. Et pourtant, j'attendrai ton retour. Pleine période du disco où elle triomphe, 76, 17, 78 jusqu'à 80, elle est à fond dedans. Avec Salma Ya Salama, encore un énorme tube, Dalida innove à nouveau. Elle est la première à faire du rail 15 ans avant que cette mode ne débarque vraiment en France. Énorme des sables, des plaines sans arbres, s'en va de son pays. Au-delà des dunes, courir la fortune, le seul paradis pour lui, c'était un jardin sous la pluie. Salma ya salama, je te salue ya salama. Salma ya salama, je reviendrai de salama. Salma ya salama, je te salue ya salama. Salma ya salama, je reviendrai de salama. C'est une des rares artistes qui a chanté en 8 langues, Dalida, ce qui est quand même considérable. Am Tag, als der Regen kam, lang ersehnt, heiß erfleht, auf die glühenden Felder, auf die durstigen Wälder.
1977, Dalida est devenue une véritable idole internationale, au top de sa beauté. Ses disques se vendent par millions et une nouvelle fois, elle fait un carton plein à l'Olympia. Et pour l'occasion, 2 des 3 hommes à l'origine de son succès sont présents, Eddie Barclay et Bruno Cocatrix. C'était en quelle année la première fois, Bruno? 1782. L'année où Luther III a gagné le Grand National de Liverpool. Dalida, oui. Ma première vedette. Mais oui, c'est vrai. On est dans la joie, on est dans le lâcher-prise, et c'est peut-être une des périodes les plus heureuses de la vie de Dalida. Personnellement, je suis pas très disco, mais j'aime Dalida dans le disco. Cette robe lamée très très longue de Dalida ajustée, mais toutes les filles, on aurait envie de porter ça, mais ça se porte pas dans la vraie vie, ça se porte sur scène. Et quand on est chanteuse, on se dit mais pourquoi il n'y a plus cette époque des costumes? Sur scène, on avait une meneuse de revue avec ses robes, ses boys. Sur la scène, je suis moi, toute seule. C'est moi qui fais les lumières, c'est moi qui trouve la mise en scène. Tout ce qui est scénique, c'est moi. Je suis mon propre metteur en scène. Dalida est régulièrement la vedette des shows de Mariti et Gilbert Carpentier, les rois des émissions de variété du moment. Elle y chante et s'amuse avec les stars de l'époque. Amour, tu ne nous feras jamais perdre la tête. À nous qui ne vendons que des cacahuètes. Les cacahuètes, oui. C'était très chouette. On avait répété, puis on s'amusait bien, en fait. Hein, avec nos robes. Chantons notre chanson. Nous vendons des cacahuètes, mais il y a des choses que l'on achète, mais surtout pas. C'est fina, aïe aïe maman, c'est fina, aïe aïe papa. L'amour, l'amour. Adamo, lui aussi, se souvient de son duo avec Dalida à la télévision. Une émission des Carpentiers, je lui ai chanté « Sont vos bijoux, madame, qui vous rendent si belle ». Et elle avait son fume-cigarette, elle a joué la lady sophistiquée à merveille. Ouais. Je l'ai vu faire plein de duos avec Claude François, avec Sacha Distel, avec Enrico Macias. J'ai l'impression qu'elle était copine avec tous les grands chanteurs et ça donnait des duos formidables. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto seulement pour moi. Oh, papa, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Oh, papa, quel scandale si maman savait ça. À bout de patience, il s'en fut écœuré, raconter à sa mère toute la vérité. Elle s'est mise à rire et lui dit t'en fais pas, ton père n'est pas ton père et ton père ne le sait pas. Maman, quel bonheur, quel grand bonheur pour moi. Oh, maman, quel scandale si maman savait. Je sais bien que tu m'adores Dalida, Dalida, et que j'ai des jolis yeux. Dalida, Dalida, mais je suis trop jeune encore. Enrico, pour jouer les amoureux. Et gratta sur ta guitare, mon petit Enrico. Ta musique est plus jolie Que toutes les filles de mon pays. et canta de ta voix câline, mon petit Enrico. Je peux
chanter ce que je veux, Dalida. Moi, tu ne me prends jamais au sérieux. Et pour cause, avec tes cheveux si blancs, tu as l'air d'un chérubin. Va plutôt jouer au ballon, comme font tous les bambins. En 1978, c'est la consécration. Dalida traverse l'Atlantique pour un concert unique au Carnegie Hall de New York. Quel chemin, cette petite Italienne venue du Caire, de voir son nom 20 ans, 22 ans après sur Times Square à New York. Là, ça a été un très grand moment. Bon, tous les Olympias aussi, voilà, mais là, c'était parce que c'était un peu hors norme, c'était au-delà de ce qu'on pouvait, disons, imaginer ou espérer. Voilà. Ce pari fantastique et calculé engage la bagatelle de 500 millions de centimes. Mais si elle gagne, c'est la consécration qui doit l'amener jusqu'à Broadway. À 40 ans, Dalida va-t-elle embrasser une nouvelle carrière? C'est toute la question. Toujours bien inspirée, Dalida rapporte de New York un titre dans le pur esprit des Village People, dont la chanson YMCA fait un tabac à l'époque. Ce futur succès s'appelle « Laissez-moi danser ». Je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi danser. Une fois encore, aidée par Orlando, Dalida fait la mode et truste la tête des hit parades. Formidable bête de scène, reine du marketing avant l'heure, elle impose l'image d'une femme au top de sa forme et de sa séduction, alors qu'elle est déjà au milieu de la quarantaine. C'est quelqu'un de très humain, de profondément humain, avec un physique de hollywoodien, un physique de vamp, mais avec un cœur d'enfant. Elle avait ce côté sexy, glamour et chic. C'est une icône énormissime qui fait qu'aujourd'hui, moi, quand on dit Dalida, je vois une reine, quoi. De bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Infatigable travailleuse, Dalida s'accorde peu de moments de détente et de paresse. Ces rares instants sont d'autant plus précieux et la jeune femme les savoure avec avidité car elle sait bien qu'ils ne sont que des parenthèses. Sa place, là où son public l'attend, c'est sur scène, sous les spotlights, et c'est là qu'elle s'est donné toute sa mesure. Déjà, elle avait beaucoup de charisme, c'était une belle femme qui était vraiment... voilà, elle dégageait, quoi. Donc, quand elle arrivait quelque part, sur un plateau de télé ou autre, tu sentais qu'il se dégageait quelque chose. Et donc, quand tu la vois sur scène, déjà, elle avait des tenues magnifiques, des coiffures toujours, ses cheveux longs, un maquillage qui sublimait ses yeux et elle savait bouger, quoi. Elle savait son corps, elle savait y faire. Donc oui, c'est une showgirl. Elle a créé ce personnage de Dalida, elle a créé une diva et elle incarnait une diva. Elle était totalement ce qu'elle représentait. Cette création d'elle-même, c'était elle-même.
La modernité de Dalida, c'est aussi d'avoir, dès le début des années 80, manifesté son soutien à la communauté homosexuelle. Et ce n'est pas pour rien que 30 ans plus tard, la star est toujours une icône gay. Je pense qu'on ne choisit pas d'être une icône gay. On ne choisit pas. Je pense que c'est le public qui vous choisit, et pas l'inverse. Gigi in paradiso. Gigi in paradiso. No, in paradisco. Gigi in paradiso. Gigi in paradiso. Gigi entra au paradis. Déconcerté, pas sûr de lui. Fallait-il seulement qu'il sourie? Les anges étaient tous fous de Gigi. Il donna des galas gratuits. Les saints ont chanté toute la nuit. Il leur parla de ses amis qui un jour allaient rejoindre Gigi in paradiso. Gigi in paradiso. Gigi fait nous un coin au paradis. Gigi in paradiso. Une petite place qui ressemble à l'Italie. La culture gay l'a beaucoup reboosté, a reboosté sa carrière. Ça, c'est mon hypothèse. C'est-à-dire que le virage disco, palace, etc., est un revival assez incroyable pour Dalida, en tout cas au début des années 80. Elle redevient une icône après avoir été une chanteuse populaire. Icône, bien évidemment icône gay. Pourquoi? Parce que les gay-friendly, justement, ont cette sensibilité, ont cet attachement à la culture, à la subtilité dans l'art. La communauté gay française, très tôt d'ailleurs, très tôt, se sont très vite en tout cas identifiés à la voix, à la gestuelle et au texte de Dalida. Or, Dalida va toujours avoir un personnage à la fois de vamp et de mère. Elle est vamp, mais elle a un côté toujours protecteur, maternel. C'est comme ça qu'elle va avoir tout un public homosexuel qui est très sensible à ça. Certains, plus tard, l'appelaient maman dans ce milieu-là. Les gays n'aiment pas les femmes, ils les adorent. Et c'est vrai qu'il y a une notion d'idolâtrie entre les gays et les femmes, c'est-à-dire que comme le rapport entre les gays et les femmes ne passe pas par le sexe, par le corps, par le physique, il passe par le fantasme. Et les gays aiment les surfemmes. Et Dalida était une surfemme. Elle avait tous les signes extérieurs de la féminité. N'oublions pas que dans la société, avant 1981, l'homosexualité, c'était un délit pour la justice française. Et donc, c'était une manière, elle a été la première, Dali, finalement, à défendre ce positionnement et quelque part cette communauté. Pour ne pas vivre seul, des filles aiment des filles, et l'on voit des garçons épouser des garçons. Pour ne pas vivre seul, d'autres font des enfants qui sont seuls, comme tous les enfants. Ne pas vivre seul, je t'aime et je t'attends. Pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul. Pour ne pas vivre seul, on se fait des amis et on les réunit. Quand viennent les soirs d'ennui, on vit pour son argent, ses rêves, ses palaces, mais on n'a jamais fait un cercueil à deux places. Pour ne pas vivre seul, moi je vis avec toi, je suis seul avec toi, tu es seul avec moi. Pour ne pas vivre seul, on vit comme ceux qui veulent se donner l'illusion de ne pas vivre.
En janvier 1980, Dalida relève l'un des plus grands défis de sa carrière. Elle abandonne l'Olympia, sa salle fétiche, pour affronter le Palais des Sports. Elle n'a décidément pas fini de nous étonner, Dalida. Un triomphe au Carnegie Hall l'année dernière où tout New York était venu l'applaudir, souvent au marché noir. Et maintenant un super show au Palais des Sports avec boys et danseuses, chapeaux melons et paillettes. Dalida chantant Brecht, style plutôt couvent des oiseaux que maison de passe, mais fallait le faire. C'est bien la première fois qu'elle montrera ses jambes. Et de ce côté-là, c'est pas si mal. À vous de juger. The way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. C'est quelqu'un qui a besoin viscéralement de chanter, d'avoir un public, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup à donner. Et si quelqu'un qui a beaucoup à donner, qui ne donne pas, à un moment, ça peut le rendre fou. Parce que toute cette énergie accumulée, voilà. Moi je vois Dalida comme quelqu'un comme ça, c'est un destin. C'est pas quelqu'un qui veut être une chanteuse pour des raisons d'ego, c'est un destin. Pendant ce temps, un autre homme s'apprête à réaliser son destin, c'est François Mitterrand. Il sera élu président de la République quelques mois plus tard. L'homme politique et la chanteuse se connaissent depuis longtemps, ils se sont rencontrés au tout début des années 70. Il y avait une admiration réciproque, il y a eu liaison donc, entre eux. Et puis cette liaison a duré ce qu'elle a duré, mais après ils continuaient à se voir plus épisodiquement. Ça a en tout duré une dizaine d'années quand même, c'est long. On murmurait dans les milieux bien informés qu'il y avait une histoire. On parlait du donjuanisme de François Mitterrand. Je trouvais ça intéressant qu'une chanteuse qui n'était pas une chanteuse intello, qui n'était pas Barbara, etc., donc intéressant et singulier, qui n'avait pas forcément une image de gauche, s'engage pour François Mitterrand. Il dit tiens, elle s'intéresse à la psychanalyse, elle vote Mitterrand. Le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République. À partir de ce moment-là, le Parti socialiste n'a plus besoin de Dalida. Connaissant Mitterrand, tel que je l'ai connu par la suite, je m'étonnerais qu'il s'en soit servi cyniquement comme un objet de communication. Dalida, évincée par l'entourage de Mitterrand, va s'en retourner à ce qu'elle maîtrise le mieux, la chanson et les tubes. Et même si les temps changent, elle a déjà démontré par le passé qu'elle savait devancer les modes. Elle a envie d'autre chose. Et c'est sans doute ce moment-là où elle a envie de retourner vers quelque chose de plus grave, d'où des chansons qui vont être très très bouleversantes quand on les réécoute aujourd'hui. Cesarina, scendi, è arrivato Gigi D'Agostino, te lo dico io che è arrivato, scendi, no? Moi je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout en couleur, mourir sans la moindre peine, au dernier rendez-vous. Moi je veux mourir sur scène, c'est là que je suis née. Pour un rideau qui tombe et un autre qui se lève. Je suis Alors qu'elle vient de fêter ses 50 ans, une nouvelle tragédie va définitivement assombrir la vie de la star. Le suicide de Richard Chanfray, le 21 juillet 1983.
On disait tout à l'heure que j'étais seule, qu'on ne me voyait pas, je crois, avec des hommes et tout, mais je pense que c'est par discrétion, ce n'est pas parce que je suis seule. Je n'aime pas afficher mes amours, ce n'est pas pour ça que j'en ai pas. Pour moi, le bonheur, c'est d'être en paix avec soi-même. Bon, est-ce qu'elle a été heureuse? Je n'en sais rien. Dalida avait tué Yolanda, c'est-à-dire que la star, elle bouffe tout. Voilà, parce que c'est énorme une star. Elle a eu beaucoup de chance pour son métier, mais pas de chance dans sa vie privée. Elle était attirée par des hommes qui étaient sur une trajectoire de mort, voilà. Et qu'elle essayait de les sauver et que, bien entendu, il n'y arrivait pas. En ce milieu des années 80, Dalida est désespérément seule. Les hommes de sa vie sont tous morts ou partis et elle n'aura jamais eu d'enfant. Elle, qui a toujours géré sa carrière avec plusieurs coups d'avance, semble moins passionnée par son métier. Je crois que pour bien faire les choses, il faut se détacher. En partie de moi, je suis détachée de la chanson et c'est pour ça que je la sers mieux. Avant, j'avais peur, je pensais qu'il fallait absolument que je sois tout le temps obsédée. Et j'étais obsédée d'ailleurs, par mon travail, par la chanson. Et un jour, je me suis aperçue qu'on peut très bien faire le même travail sans en être esclave. Alors, avec un certain détachement, on sert beaucoup plus la cause. Mon plus grand désir, à part la chanson, bien sûr, c'est d'être complètement équilibré au fond de moi-même. C'est la paix intérieure, c'est la sérénité, c'est un long chemin. J'ai toute la vie pour ça, j'espère y arriver. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident à vivre parce que la journée, on est sous les projecteurs, on est entouré de plein de monde, ça va à 100 à l'heure, il y a toujours plein de choses à faire. Et il y a ces gens, ces fans, ce public qui est là, on est des idoles pour eux, donc il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'affection, et quand on se retrouve chez nous, parfois seul, ça fait vraiment une cassure et un décalage qui n'est pas forcément évident à vivre. C'est très rare d'avoir des fidélités dans ce métier. Ça semble comme ça, les gens sont... Mais dans le domaine du Fauderge, c'est un métier qui est assez violent de ce côté-là, quoi. Et je pense qu'elle est trop sensible. Toujours aux côtés de sa sœur, Orlando essaie de rallumer la flamme. En 1984, il lui fait enregistrer Soleil. Tu te couches à Rio, tu te lèves à Macao, tu passes tout l'été pieds nus sur les plages, l'hiver dans les nuages. Je suis la seule à partager tes secrets, nuit et jour, depuis le temps qu'on se connaît, que tu me fais l'amour. Soleil, soleil, je suis née dans tes bras. Soleil, 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 ne m'oublie pas. Quand tu t'en vas, rêver sous les tropiques, je me sens seule, j'ai plus que des soleils électriques. Soleil, soleil, j'irai où tu iras. Fais-moi soleil, tout ce que tu voudras. Des plages d'or au cœur des favelas, le monde chante dès que tu es là. Soleil qui est vraiment un texte, c'est un texte pour moi, je trouve qu'il a vraiment un beau message, il est même, j'aime lire entre les lignes et pour moi, du message que je m'en fais, c'est que c'est un texte qui est assez spirituel et j'aime ça. Fiche les concerts de chez moi. En 1986, Dalida retourne à ses premières amours, le cinéma. Elle retrouve Youssef Chahine, qu'elle avait croisé à l'époque où elle était actrice au studio du Caire. Le réalisateur égyptien lui offre le rôle principal de son film, Le 6e jour, tourné en Égypte. Mais quelle amitié, espèce de vaurien. Parce que t'es venu des fois chez moi avec ta sale guenon, que tu nous tombes dessus comme la misère. Dégage! Ou j'appelle les 3 infirmiers, ils t'expédieront tous dans le désert. Tu gémiras, tu vomiras, jusqu'à tu crèves. L'instituteur, lui, ils l'ont pris. Et toi, tu crois qu'ils vont te laisser un minable comme toi? Fiche le camp d'ici! Va-t'en toi-même, Méduse! Et heureusement qu'elle a eu ce film à la fin de son existence, où elle est exceptionnellement belle dans ce film, où elle est une immense actrice. Que le grand metteur en scène ait pensé à elle. Hein. Il avait vu probablement cette vérité, lui aussi. Derrière la Dalida factice ou icône, il avait vu la vérité de l'actrice très dense et très bonne qu'elle sera dans ce film. Face à la caméra, Yolanda réapparaît derrière le masque de Dalida. Ça surprend un peu.
Et puis c'est merveilleux parce que je suis vraiment dans le personnage. J'ai presque, je sais pas, j'ai perdu mon identité. Parce que c'est vrai, parce que les cheveux, bon, pour moi, c'est quelque chose d'important. Les mains, tout ça, on m'a coupé les ongles, il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Mais c'est formidable parce que je vis une histoire, je la sens en moi et je vis quelque chose de différent, une femme différente. J'ai perdu mon identité. Je ne sais pas qui c'est Dalida maintenant. On est comme dans Samson et Dalila, quoi. Quand on lui coupe les cheveux, Dalida, elle n'est plus Dalida. Et là, sans ses cheveux voilés, elle est ailleurs. Et ça, elle aimait beaucoup ça. Elle a beaucoup aimé cette aventure parce que je crois que, entre guillemets, tuer Dalida était pour elle porteur d'espoir. Mais malgré le succès critique, le film est un échec commercial. Dalida est très déçue, elle se renferme un peu plus sur elle-même. Dalida a un problème d'identité. Yolanda crée Dalida et c'est quelque chose qui va la dépasser. Pour Dalida, le spectacle est terminé. Derrière les volets clos de sa maison rue d'Orchamps, la star semble vouloir se couper du monde. On est dans une lente descente aux enfers. Dalida est véritablement dépressive. Elle s'enferme dans cette maison de la rue d'Orchamps qu'elle cantonne comme ça à l'obscurité. Elle laisse les volets, les rideaux fermés. Il y a une petite pièce dans l'arrière-chambre de Dalida, une sorte de dressing sans fenêtre, où elle tape le carton des journées entières. Elle sort très peu. Dalida a rencontré le docteur François Naudy, mais leur relation ne la rend pas heureuse. Et à ce moment-là, elle dit ce sera le dernier homme. Elle sait que, voilà, 54 ans, elle sait que si ça se passe pas bien avec cet homme-là, elle n'aura plus la force. Et dans la nuit du 2 au 3 mai 1987, dans sa chambre de la rue d'Orchamps, Dalida se donne la mort à 53 ans, pour la plus grande surprise de ses proches, évidemment atterrés. Personne n'avait pu imaginer. Elle avait même évoqué les courses qu'elle ferait le lundi pour aller acheter des fleurs avec Graziano pour fleurir les jardinières de la maison. C'est assez énigmatique. Non, elle a réussi ce qu'elle voulait. Ce qu'elle voulait d'abord, c'était être une star, elle l'a été. Et ce qu'elle voulait, c'est être une femme aimée, elle l'a été. Et au moment où elle se donne la mort, il y a des hommes qui s'intéressent à elle. Elle pouvait avoir, pouvait à nouveau vivre quelque chose. Elle en avait assez. Elle disait, ça suffit, la séduction, j'en ai assez. Le jour de l'enterrement, c'est tout le monde du spectacle qui est en deuil. À la télévision, les stars de l'époque sont présentes pour lui rendre hommage avec une immense émotion. Les amis proches de la chanteuse sont là également pour un dernier hommage. Jacques Attali, Enrico Macias, Alain Delon. La cérémonie est retransmise à l'extérieur de l'église par de gigantesques baffles. Le père Marcel Torel, curé de la paroisse Sainte-Madeleine, a prononcé l'homélie, tandis que la chorale chantait des airs du compositeur Mahler. Le cortège s'est ensuite dirigé vers le cimetière Montmartre. Là, au nom du président de la République, ami personnel de la chanteuse, l'historien Claude Manceron exprime le dernier hommage. Yolanda, au revoir. Dalida, merci. C'est très difficile de savoir ce qui l'a conduit vraiment à cet acte tragique de la nuit du 2 au 3 mai 1987 où elle décide d'en finir. C'est un peu la conjonction de plein de paramètres qui ont implosé. L'art ne lui suffisait plus. Un suicide, on ne peut jamais l'expliquer, véritablement. J'ai pas été surpris plus que ça parce que je me souviens d'une phrase. Un jour, j'ai eu l'occasion, après une émission de télé, j'étais revenu et elle m'avait reçu chez elle et elle m'avait fait une omelette, une salade italienne, enfin, etc., dans la cuisine comme ça. Puis elle m'avait dit, tu sais, moi je démarrais ce métier, j'étais jeune attaché de presse à l'époque. Elle me dit, tu sais, quand tu ris, tout le monde rit avec toi. Mais quand tu pleures, t'es toute seule dans la vie. Quand même, le suicide est inscrit, je crois pas à une fatalité, mais est inscrit dans sa vie. Suicide de Lucien Maurice, je crois. Suicide de cet amant dans des conditions mystérieuses en 1967. Pensée suicidaire, etc. Donc je pense que ça l'a poursuivi, quoi. En tout cas, ça, c'est une certitude que ça... C'était autour d'elle. C'est un destin hors du commun, bien sûr. Mais je garde beaucoup d'affection pour elle et
Rien qu'à y penser, ça me fait une espèce de chaleur, franchement. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les lignes, entre les mots et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Quelque temps avant sa mort, Dalida exprimait pourtant encore son goût de la vie et de l'amour. S'évanouit. C'est la première fois que je chante du Léo Ferré. Seulement, je trouve que dans cette chanson, qui termine en disant « avec le temps, on n'aime plus », je ne suis pas tellement d'accord, parce que finalement, je pense que l'amour peut se transformer, on peut aimer mieux, mais l'amour, c'est très important. Il faut toujours aimer. On ne peut pas vivre sans amour, c'est pas possible. J'espère que j'aimerai jusqu'à 80 ans, 90 ans. Il y a des gens qu'on aimerait connaître, à qui on veut se raconter, à qui on voudrait tout donner. Leurs yeux sont des miroirs fenêtres où l'on repolit son présent, où l'on se sent intelligent. Pour un petit quart d'heure peut-être, le temps de s'envoler du temps. Alors moi j'aurais adoré la croiser sur une télé, j'aurais adoré écouter ses conseils. Elle a traversé les époques, elle a traversé les styles musicaux. Je pense que c'était une chanteuse qui avait besoin de chanter. Je ne pense pas qu'elle se serait mise derrière. Peut-être qu'elle aurait aidé des jeunes à développer leur talent, mais je pense que c'est quelqu'un qui avait besoin du public, qui avait besoin de chanter. Donc je pense qu'elle aurait chanté jusqu'à la fin de ses jours. Et on pourrait la voir également aussi s'occuper peut-être dans cette façon de ces écoles de jeunes vedettes pour pousser, parce qu'elle en parlait déjà dans les années 80 de créer une école justement pour de jeunes chanteurs, pour permettre à ces jeunes-là d'avoir du talent et de leur donner la possibilité de s'exprimer. L'histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Et tragique ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. Moi, je vis comme si j'étais un, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Je sais bien que tu l'adores, Bambino, Bambino, et qu'elle a de jolis yeux, Bambino, Bambino, mais tu es trop jeune encore, Bambino, Bambino, pour jouer les amoureux. Pour tous les chagrins que je traîne, j'ai mis mon cœur en quarantaine à ma manière. Je veux mourir sur scène, le cœur ouvert. Le phénomène Dalida dure maintenant depuis près de 60 ans. Et plus de 25 ans après sa disparition, on ne compte plus les blogs d'admirateurs de tous les âges, les fan-clubs, les pages dédiées à la star sur les réseaux sociaux. Dalida est toujours omniprésente. Aujourd'hui encore, grâce à cette modernité intemporelle et à la vigilance d'Orlando qui veille sur l'image et l'œuvre de sa sœur, il se vend des milliers d'albums de la star chaque année. Dalida est et restera éternelle. Je suis toutes les femmes, je vis vos joies et vos mélodrames. Je suis sentimentale et parfois femme fatale aussi.
que l'on me